Ok, donc j'ai eu un petit problème de micro, mais c'est pas grave, on va recommencer. Alors on va voir donc le chapitre 3 qui concerne la justice du Moyen-Âge classique et du bas Moyen-Âge, milieu du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle. Section 1. La domination de la justice royale envers les autres ordres judiciaires. 1. Les méthodes de lutte contre les justices seigneuriales. Pour affirmer sa supériorité envers les justices seigneuriales, le roi use de 3 méthodes. L'appel, la prévention et les cas royaux. Grand A, l'appel. L'appel se généralise suite à l'ordonnance de Saint-Louis en 1258. Il s'agit, comme à l'époque franque, d'un appel pour faux jugement. Cette possibilité d'appel affirme la subordination du juge seigneurial envers le juge royal. À la fin du XIIIe siècle, la procédure d'appel est la suivante. On débute l'affaire devant le juge seigneurial, puis elle se poursuit devant les juges seigneuriaux supérieurs. Enfin, si besoin, l'affaire s'achève devant la justice royale. Au XIVe siècle, la victoire du roi justicier est totale. Toute atteinte au droit à faire appel est considérée comme un cas royal. B. La prévention. La prévention est un procédé par lequel un juge royal s'empare d'une affaire avant le juge seigneurial. Soit le juge royal se saisit lui-même de l'affaire, soit il est saisi par une partie. L'efficacité de la prévention dépend des affaires. Il faut donc distinguer entre prévention relative et prévention absolue. Dans la prévention relative, si le juge seigneurial réclame une affaire avant que le juge royal ne rende une décision, alors ce dernier est dessaisi. Dans la prévention absolue, rien ne peut contrecarrer le juge royal, dès lors qu'il a réclamé l'affaire. Cette prévention absolue ne vaut pas pour les cas les plus graves. Au pénal, il s'agit des troubles graves à l'ordre public et au civil, ou des troubles possessoires. Ensuite, on retrouve donc les cas royaux. Ce sont les affaires dont la compétence revient de droit au juge royal. Au XIIIe siècle, la liste des cas royaux est brève. On en retrouve seulement 4. Le crime de lèse-majesté, les bris d'asserment, les infractions à la sauvegarde royale et l'atteinte au droit royal de rendre la justice en dernier ressort. Donc c'est le droit du roi d'être souverain. Au XIVe siècle, on ajoute les atteintes aux intérêts patrimoniaux du roi et à sa souveraineté. Enfin, une fois le roi devenu puissant, il peut élargir à sa guise la liste des cas royaux. À la fin du XIIIe siècle, les compétences des justices seigneuriales ne font que se réduire. Elles finissent par devenir des justices concédées par le pouvoir royal. Alors maintenant, on va voir en deux la lutte contre la justice ecclésiastique. Grand A, la diminution de la compétence personnelle de l'Église. Le pouvoir royal limite l'interprétation extensible du privilège du fort. On exige que le délinquant soit tonsuré et vêtu d'un habit de clerc lors de son arrestation. Ensuite, il faut que le mode de vie de l'accusé soit conforme au statut revendiqué. Enfin, si le clerc se livre à des occupations réservées aux laïcs, il peut être dégradé et remis au juge royal. À côté de cela, les juristes royaux élaborent la théorie des cas privilégiés. Les cas privilégiés dépassent spécifiquement les privilèges du fort. Dans le domaine criminel, il y a un cas privilégié en matière de fausse monnaie, viol, vol et inceste. Il s'agit de cas où la qualité du clerc est différente comme les litiges de nature féodale ou immobilière. La liste de ces cas privilégiés n'est pas définitive. La justice royale s'étend donc constamment. B. La diminution de la compétence matérielle de l'Église. L'hérésie, le sacrilège et le blasphème deviennent des cas privilégiés. L'idée étant qu'une atteinte à la religion pose une grave atteinte à l'ordre public, puisque les sujets du roi sont religieux. Puisque la formation des contrats ne se fait plus par serment, la compétence de l'Église diminue. Cela vaut aussi pour les testaments et les effets patrimoniaux du mariage. C. L'appel comme abus. Cette procédure apparaît en 1448 et se maintient jusqu'en 1905. Elle permet de sanctionner les empiètements de l'autorité ecclésiastique sur l'ordre temporel. Dans ce cas, l'acte litigieux est annulé et le clerc fautif peut perdre son pouvoir de juger. Section 2. L'organisation de la justice royale. Sous-section 1. Les juridictions royales exerçant la justice déléguée du roi. 1. Les juridictions royales de droit commun. Donc, les juridictions royales sont hiérarchisées et on va voir en A les juges de base de la juridiction royale. Ces juges royaux ont divers noms. On les appelle selon les régions
bail, viguier ou châtelain. Cependant, l'appellation la plus courante est celle de prévôt. Il juge entouré de bonnes gens qui forment un conseil consultatif. Ils sont compétents pour juger les roturiers domiciliés dans leur ressort. Ils sont aussi juges d'appel des décisions civiles rendues par les juges seigneuriaux. B. Les juges intermédiaires, les baillis et sénéchaux. Les baillis et sénéchaux sont des officiers créés au début du XIIIe siècle sous le règne de Philippe Auguste. Le bailliage et la sénéchaussée sont en principe des juridictions d'appel. Elles connaissent des décisions des prévôts et des décisions criminelles des juges seigneuriaux. Néanmoins, il existe des cas où elles sont compétentes en premier ressort, par exemple les affaires concernant les nobles et les officiers royaux, les affaires soustraites au juge seigneurial par prévention, les affaires soustraites au juge ecclésiastique par la théorie du cas royal. C. Les juges supérieurs, les parlements. Les premiers parlements apparaissent en province après Paris, à Toulouse en 1420, à Bordeaux en 1462 ou encore à Aix-en-Provence en 1501. 1. L'organisation interne des parlements. Jusqu'au début du XIVe siècle, le personnel d'un parlement n'est pas fixe. Il est composé de professionnels et de personnalités féodales. Dans le courant du XIVe siècle, cette formation est aux mains des juristes de profession, qu'ils soient clercs ou laïcs. Un personnel formé dans les universités apparaît à cette époque. La justice royale y gagne en fiabilité et crédibilité. Pour répondre aux besoins quotidiens, la cour du Parlement se divise en chambres. En 1278 et en 1345, 2 ordonnances consacrent cette division en chambres à Paris, avant qu'elle ne soit reprise en province. Il s'agit d'une division en 4. A. La Grande Chambre. C'est la chambre principale, si bien que parfois elle est directement appelée Parlement. Tout procès s'achève devant cette chambre, son arrêt étant souverain. Ainsi, c'est la seule qui peut accueillir les lits de justice du roi. B. La chambre des requêtes. C'est avant tout une courroie de transmission de l'appel. C'est une formation qui se prononce sur la recevabilité d'un appel. Elle est confiée au maître des requêtes du palais. S'il juge l'affaire recevable, les plaideurs concernés reçoivent des lettres de justice. Par cet acte écrit, ils peuvent citer leurs adversaires devant la Grande Chambre. À partir du XIVe siècle, la Chambre des requêtes peut statuer au fond sur certaines affaires. Il s'agit des litiges qui concernent un bénéficiaire du privilège des comitimus. C'est le cas des officiers de l'hôtel et du palais, des évêques et des abbés. Les maîtres des requêtes jugent de leur affaire en première instance et l'appel de cette décision est toujours possible devant la Grande Chambre. C'est la chambre des enquêtes. C'est une chambre à la fois d'instruction et du contrôle de l'instruction. En effet, elle enquête et juge les enquêtes de ses membres. Cette chambre prépare aussi les projets d'arrêt soumis ensuite à la Grande Chambre. D. La chambre criminelle ou la tournelle. Cette chambre apparaît à la fin du XIVe siècle. Sa particularité est de ne pas avoir un personnel propre. En effet, elle se compose de conseillers des enquêtes et de conseillers de la Grande Chambre, qui y siègent à tour de rôle. La tournelle ne jugeant que les affaires de sang, tous ces conseillers sont donc laïcs. En 1515, son nom devient officiellement la tournelle criminelle, appellation qui restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 2. Les attributions des parlements. A. Les attributions judiciaires. Les parlements sont des juridictions d'appel concernant les jugements des juridictions royales inférieures. C'est également le cas pour les juridictions seigneuriales et autres juridictions d'exception. Enfin, concernant la justice d'église, il existe la procédure d'appel comme abus. Les parlements sont également des juridictions de première instance. Première hypothèse, c'est le cas où lorsqu'il existe un privilège de comitimus. Seconde hypothèse, lorsque le roi décide de renvoyer directement une affaire devant un parlement. Troisième hypothèse, lorsque l'affaire concerne les droits et intérêts de la couronne. Quatrième hypothèse, lorsque l'affaire concerne les pairs de France, les vassaux directs du roi par exemple. B. Les attributions politiques. Pour informer les parlements de ses lois, le roi y fait dire ses lettres patentes. Pour s'en souvenir, les parlements les transcrivent sur un registre spécial. Cette formalité se nomme l'enregistrement. En 1344, cette formalité évolue vers le droit de remontrance. Ce droit permet au Parlement de contrôler le contenu des lettres patentes.
Les conseillers du roi au Parlement lui font part des remontrances. Suite à cela, le roi a 3 options. Soit il peut maintenir le texte tel quel, soit le supprimer, soit le modifier dans le sens des remontrances. Dans tous les cas, c'est le roi qui reste seul maître de la décision finale. Toutefois, le texte reste exécutoire tant que le roi n'a pas répondu aux remontrances. Par cet effet suspensif, les parlements tentent de regagner en influence. Ils soutiennent qu'une lettre patente n'est exécutoire qu'après enregistrement. Le roi refuse cette hypothèse et estime pouvoir contraindre l'enregistrement. À cette fin, il adresse au Parlement des lettres de justion. Donc en latin, c'est ordonné. Les parlements enregistrent le texte en indiquant sur celui-ci « enregistré de l'exprès mandement du roi ». Après un certain temps, les parlements se permettent de répondre aux lettres de justion. On dit qu'ils adressent au roi des itératives remontrances. Le roi y riposte par des itératives justions. Si malgré cela les deux parties ne veulent pas céder, le roi recourt au lit de justice. Dans cette procédure, le roi se rend en personne au Parlement et s'assied sur son trône en angle sur un coussin et ordonne l'enregistrement du texte contesté. À ce moment-là, aucune résistance de la part des parlementaires n'est plus possible. À côté de l'enregistrement des lettres patentes, les parlements disposent d'une autre prérogative législative. Ils peuvent en effet rendre des arrêts de règlement. Ce sont des décisions qui ne sont pas liées à des affaires judiciaires, mais qui statuent pour l'avenir et pour tous. C'est une loi édictée par le Parlement. Ces arrêts sont exécutoires dès que le roi ne s'y oppose pas. 2. Les juridictions royales d'exception. A. Les juridictions de la table de marbre. 1. La connectablie et la maréchaussée de France. Les deux termes désignent des offices militaires royaux. Leurs fonctions sont assorties d'une haute justice pour juger. D'abord, séparées, ces juridictions fusionnent vers 1356 et ont 3 sortes de compétences. Compétences disciplinaires, pour les infractions purement militaires, compétences criminelles, pour les indurations de droit commun commises par des gens de guerre, compétences civiles, pour les actions personnelles où un militaire se trouve être défendeur. 2. L'amirauté de France. C'est une juridiction identique à la connectablie, mais pour les gens de mer. Elle est présidée par un amiral qui est secondé par ses lieutenants. La compétence de l'amirauté de France ne concerne pas seulement les marins de la Royale. En effet, sa compétence touche aussi les civils navigateurs de commerce. 3. La grande maîtrise des eaux et des forêts. C'est une administration mise en place à partir du XIVe siècle qui contient une juridiction compétente pour tout ce qui concerne les forêts royales et au civil comme au pénal. B. Les juridictions financières. 1. Le contentieux de l'ordinaire. Le contentieux appartient à la Chambre du Trésor, créée en avril 1390. En première instance, ce contentieux est de la compétence des baillis et sénéchaux. En dernière instance, c'est le Parlement qui est compétent. Le personnel de la Chambre du Trésor est peu nombreux. Il contient 4 trésoriers sur le fait de la justice et 4 conseillers au milieu du XVe siècle. 2. Le contentieux de l'extraordinaire. A. Les juridictions de première instance. Donc les tribunaux des maîtres des ports et passages, compétents en termes de douane intérieure, mais aussi les greniers à sel compétents en matière de gabelle et de répression du faussonnage, et enfin les tribunaux d'élection compétentes en matière de taille, impôts injustes par exemple, et d'aide, donc impôts qui paye le vassal à son seigneur. On vient de voir donc les 3 juridictions de première instance en A, maintenant on va voir en B la Cour des aides, juridiction d'appel. Cette juridiction prend sa forme définitive le 2 juin 1464. Elle comprend 3 conseillers, un procureur général, un président, 4 généraux et un avocat du roi. Au-delà, son personnel est recruté principalement dans le clergé. Comme pour le Parlement, la Cour des aides est une juridiction unique dont le ressort s'étend à tout le royaume. Ensuite, d'autres cours se formeront à Paris en premier, puis à Montpellier, à Rouen, à Clermont et à Bordeaux. Les contentieux interviennent en appel à la Chambre du Trésor. La Cour des aides a 3 attributions. Législative, car elle est dotée d'un droit de remontrance
et de plus, elle aide à l'élaboration des édits de finances extraordinaires. Administrative, car elle participe au contrôle, elle contrôle les lettres de provision d'office des juges financiers. Et enfin judiciaire, où elle possède 4 fonctions. Première instance, elle juge intenté aux officiers royaux concernant l'exemption de la taille. En appel, elle juge des procès portés en première instance par les juridictions financières. Et en dernier ressort, elle juge des délits concernant les aides, la taille, la gabelle et les traites foraines. Enfin, la Cour a un pouvoir de police et de correction. D'une part, elle peut poursuivre ceux qui ont outragé ses officiers. D'autre part, elle peut poursuivre ses officiers pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La jonction de l'ordinaire et de l'extraordinaire, la Chambre des comptes. La Chambre des comptes est officialisée en janvier 1320. Parmi ses tâches, elle contrôle les actes concernant la gestion du domaine du roi. Aussi, elle contrôle les donations et diverses grâces du roi. En tant que cour souveraine, ses décisions sont rendues en dernier ressort. Et comme au Parlement, elle est d'abord unique à Paris avant la création d'autres chambres provinciales. À la fin de l'Ancien Régime, on retrouve 13 chambres dans tout le royaume. Sous-section 2, la justice retenue. Le roi délègue l'exercice de la justice, mais n'aliène jamais ce droit. Ainsi, il peut toujours exercer le droit de la justice en retenant la justice. Dans le premier cas, le roi juge lui-même directement l'affaire. Dans le deuxième cas, le roi juge en son conseil, cas plus ordinaire. On dit alors qu'il juge par voie d'évocation ou de cassation. Il dessaisit les juges ordinaires avant que ceux-ci ne statuent, ça c'est l'évocation. Ou il annule une décision rendue par une cour souveraine, ça c'est la cassation. En 1497, ce conseil est organisé définitivement sous le nom du Grand Conseil. Enfin, dans le troisième cas, le roi peut juger par l'intermédiaire de commissaires. Il met alors sur place une juridiction spéciale pour juger une affaire particulière. En général, cette voie est réservée au cas de haute trahison ou de malversation financière. Section 3. La procédure. Par rapport à l'époque féodale, deux modifications majeures affectent la procédure. Grand 1. La possibilité de plaider par procureur. Dès le XIIIe siècle, le droit et la procédure se complexifient. Pour aider le justiciable, des grâces spéciales sont accordées pour bénéficier d'une représentation judiciaire. Au XIVe siècle, cette autorisation est accordée à tous ceux qui peuvent s'en acquitter le droit. En 1529, toute personne peut plaider par procureur, sans besoin de grâce spéciale. À côté de ces procureurs apparaissent des avocats, qui ont des fonctions proches mais distinctes. D'un côté, les avocats sont spécialisés dans le conseil et la plaidoirie. De l'autre, les procureurs accompagnent les plaideurs concernant les questions de procédure. Dans les procès concernant le roi, celui-ci prend l'habitude de constituer ses propres procureurs et avocats. Cela permet d'éviter qu'il soit représenté par ses officiers, qui étaient avant juges et parties. Parmi ces professionnels du droit, on distingue ceux dits généraux et ceux dits du roi. Les généraux sont installés au sein des cours souveraines et ceux du roi devant les juridictions de base. Dans tous les cas, ils se tiennent à l'audience dans une enceinte réservée et prennent le nom de parquet. Chargés d'abord de représenter le roi, ils défendent par extension l'ordre public. 2. Les transformations de l'enquête. L'ordonnance de Saint-Louis de 1258 interdit la preuve par bataille sur le domaine royal. La recherche de la preuve se fait donc désormais selon deux méthodes. Méthode de l'enquête, contradictoire, et méthode de l'apprise ou de l'information. A. La procédure d'enquête contradictoire. Il s'agit de la procédure normale en matière civile, mais qui se retrouve aussi en matière pénale. Demandeurs et défendeurs sont placés sur un pied d'égalité. Les parties mènent le procès en exposant leurs arguments et en fournissant leurs témoins. B. La procédure d'apprise ou information. Ici, le juge se saisit d'office en vue de découvrir la vérité. Le champ d'application de cette procédure est strictement limité à la matière criminelle. Apparue au XIIIe siècle, cette voie extraordinaire y éclipse peu à peu l'enquête contradictoire. Le juge peut se saisir d'office ou agir sur la base d'une dénonciation. Dès le XIVe siècle, le procureur du roi ouvre systématiquement une information judiciaire dès qu'il a connaissance d'un délit. Cette procédure
est calquée sur celle de l'Église à l'égard des hérétiques. Elle est inquisitoire et secrète. L'aveu peut être extorqué par le moyen de la torture, qu'il se nomme légalement la question. On ne peut recourir à la question que si les preuves légales font défaut. Il faut également pour y recourir qu'il existe des présomptions précises et lourdes contre l'accusé. La décision de soumettre à la question résulte d'un jugement et est donc susceptible de voie de recours. Concrètement, il n'est pas possible d'utiliser n'importe quel moyen de torture. Par exemple, la question par le feu est interdite. Il est aussi interdit de mutiler l'accusé ou de lui briser un membre. Le juge qui ordonne la question, donc en gros la torture, est responsable des excès commis et des préjudices qui en résultent. La méthode de la torture principale est celle de l'eau. L'accusé avale de force une grande quantité d'eau. Il existe également la méthode des brodequins, par laquelle on pressurait les jambes de l'accusé. On peut aussi présenter quelqu'un à la question comme une menace, pour le faire avouer plus vite et éviter cette barbarie. Selon que l'aveu est obtenu ou non, le juge va pouvoir condamner l'accusé.